rôle de l'art, non seulement de créer des belles choses, mais de les apprécier aussi. Et je vais introduire des notions de bon sens, mais aussi parler du point de vue des principes de l'unification sur la créativité et la beauté. Hein. Alors, la première chose, nous ne sommes pas les seuls à le dire à Culture et Paix. C'est quelque chose qui est assez connu. Mais je dirais que le mobile le plus profond de toute activité créatrice, et surtout dans l'art, c'est la joie. Je le dis parce que malgré tout, il y a une ambiguïté. Il y a parfois l'idée qu'on ne peut créer que dans la souffrance, que seules les tragédies, les choses très sérieuses, l'angoisse peuvent amener la création. Ça peut être vrai, mais en fait, l'élan le plus profond qui pousse à créer, c'est la joie. Et les plus grandes œuvres ont été créées finalement dans une joie irrésistible, même lorsque l'artiste travaillait dur, avait de la peine. On peut difficilement créer quand on est totalement angoissé, quand on est pris par les problèmes. Il faut arriver à les surmonter. Un deuxième point, c'est la création dans la joie et la ressemblance. Mais nous verrons qu'en fait, les grandes œuvres d'art ne copient pas la réalité, bien au contraire. Souvent, on a pensé que l'artiste parfait, c'est celui qui, à la limite, imite le réel, comme une sorte de photographie. Or, la ressemblance dans l'art n'est pas du tout comme cela. Par exemple, dans l'impressionnisme, on ne cherche pas à imiter la nature, mais plutôt à la recréer. Mais on va se demander finalement, qu'est-ce qu'on appelle la ressemblance dans l'art ? Et en fait, on verra l'importance de l'harmonie du sujet et de l'objet. Ça a été mentionné ce soir, mais il est certain qu'il n'y a pas de beauté en soi. Même la plus belle œuvre n'est rien s'il n'y a personne pour l'apprécier. Vous pouvez avoir des musées extraordinaires avec les plus belles œuvres du monde. S'il n'y a pas le public qui vient là, eh bien, cette beauté ne sert pas à grand-chose. Parfois, un artiste n'arrive pas à faire passer de sentiments pendant un concert. Les gens ont beau savoir, c'est un chanteur très doué. Le courant ne passe pas et bon, les gens s'en vont poliment parce qu'il n'y a rien qui est passé pendant la représentation. Donc cette communion va beaucoup nous occuper aussi. On a défini le cœur dans d'autres soirées comme l'élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet. Et en fait, le petit être humain est déjà créatif. Je ne sais pas si vous avez vu comment sont les bébés ou les petits-enfants. Sans aucune technique, ils veulent montrer ce qu'ils font. Les dessins d'enfants, les enfants adorent s'exprimer. Parfois même, il faut les calmer un petit peu parce qu'ils sont tellement créatifs, ils sont dans leur monde. Même, on peut dire que l'esprit d'enfant, c'est un esprit créatif. Les enfants expriment vraiment leurs sentiments spontanément. Et beaucoup d'artistes aussi ont cette spontanéité. Ils n'ont pas de restrictions mentales. Parce que l'art vient d'un élan qui est irrépressible. Un artiste ne peut pas s'empêcher de créer sans cesse. Il vit avec cela, c'est sa passion. Et donc, quelqu'un qui n'a pas d'objet, un artiste par exemple, imaginez les grands artistes qui étaient au goulag, c'est arrivé. Bon, c'est très tragique en fait. C'était justement la condamnation dans les régimes totalitaires. C'est que les plus grands artistes étaient condamnés à devenir chauffeurs de taxi, ou bien à ne plus pouvoir s'exprimer. On leur supprimait les moyens. Pour un artiste, c'est pire que la mort. Ou imaginez le cas de Beethoven qui était sourd, de certains peintres, je ne me souviens plus de quel peintre français était aveugle à la fin de sa vie. C'est vraiment terrible, quoi. Donc, il ne suffit pas pour un artiste d'être inspiré, d'avoir une mélodie dans sa tête ou de grandes idées. Il faut absolument qu'il puisse produire quelque chose. Beethoven ne pouvait pas être content simplement d'écrire de belles mélodies. Il voulait vraiment qu'elles soient jouées et qu'elles soient parfaitement jouées. Et cette ferveur, on la retrouve chez les scientifiques aussi. Max Planck disait « L'état d'esprit qui permet de faire un travail de ce genre n'est pas sans rappeler celle de la personne mystique ou amoureuse. L'effort quotidien ne vient pas d'un effort délibéré ou d'un programme, mais droit du cœur. » Les grands artistes et les grands savants, finalement, ne s'arrêtent jamais. Jusque très très tard, jusqu'à 90 ou 100 ans, ils continuent de créer, en fait. Parce que ce n'est pas un travail.
C'est pas un job, c'est vraiment une passion, quoi. Et donc une œuvre d'art, normalement, exprime l'amour dans ce qu'il a de plus profond et a pour but de donner de la joie à son créateur et à ceux qui la contemplent. Alors, l'être humain, je dirais qu'il a deux vocations. Certains d'entre nous ne sommes pas créateurs, moi je ne suis pas créateur actuellement, mais j'essaye d'apprécier la beauté des autres œuvres. Et ça aussi, c'est très important. L'être humain est en position d'apprécier toutes les choses de la nature. On est tous sensibles à de beaux spectacles naturels. Si on nous explique la signification d'une œuvre d'art, on ne demande pas mieux que de l'apprécier. Et en fait, c'est irrésistible. Il y a chez nous un besoin d'apprécier les choses. Une personne qui ne sait pas quoi dire devant la beauté est anesthésiée. En fait, c'est un signe de pathologie souvent. Les gens qui n'arrivent vraiment pas à dire quoi que ce soit devant la beauté, ils relèvent un peu de la psychologie. Ils ont vraiment un problème. Ils n'ont plus d'émotion. Et ça, c'est grave pour un être humain. C'est une véritable maladie mentale. Une personne qui est vraiment totalement indifférente. Il y a des gens, par exemple, qui sont très, très intellectuels, cérébraux, mais qui sont insensibles aux émotions. Mais en fait, c'est très grave d'être comme ça. C'est une sorte d'anesthésie des sentiments. Donc, l'être humain ne peut pas vivre sans apprécier. Mais plus encore, on peut dire qu'un être humain ne peut pas vivre normalement sans créer. C'est un élan tout aussi irrépressible. Et en fait, on veut créer pour la joie des autres. Alors, certains, c'est pour la joie des parents. Plus tard, on veut créer pour, par exemple, son lycée, pour ses professeurs. Et puis, les vrais artistes ont des ambitions nationales. Ils estiment que la seule scène valable pour leur talent, c'est déjà la scène nationale. Se produire à l'Olympia, être exposé dans les grands musées en France. Mais certains vont dire non, mon pays est beaucoup trop petit. Je réclame l'humanité entière. Mais même si on n'a pas un très très grand public, l'artiste de génie, de toute façon, crée pour l'éternité. Il crée d'abord pour Dieu, si je puis dire, pour sa conscience. Même s'il n'a personne, pas un public concret, ça ne l'empêchera pas de créer quand même. Parce qu'il y a une sorte de public invisible, Dieu, la transcendance, tout ce qui est sacré. Et c'est pas parce qu'un artiste est populaire qu'il est forcément très très grand. Beaucoup d'artistes, en fait, n'ont été reconnus que par des publics bien ultérieurs. C'est finalement bien après leur mort qu'on a salué leur génie, parce que de leur vivant, en fait, les gens ne voyaient pas trop où ils voulaient en venir. Il y a beaucoup d'artistes, finalement, qui sont morts dans l'anonymat, personne ne les connaissait, et ensuite, on s'est aperçu de la grandeur de leur génie. Leurs pièces ont été jouées, leurs livres ont été lus. Beaucoup d'artistes, en fait, sont morts dans la misère et la totale incognito, et c'est plus tard qu'ils ont été reconnus. Si un artiste cherchait à être populaire, finalement, parfois, il échouait. Alors, il y a deux étapes dans l'activité créatrice. Il y a une période d'invention. C'est une période où l'artiste est seul et il est pris par des émotions qui le mettent un peu en transe. C'est un état, l'artiste est dans un état second et il est dans un bouillonnement intérieur. À ce moment-là, ce n'est plus la personne ordinaire. Rimbaud disait « je est un autre ». Il voulait dire que le poète n'a rien à voir avec l'état civil. C'est pas parce que quelqu'un s'appelle Arthur Rimbaud, on sait qu'il est né à Charleville à telle date, ça ne nous dit pas qu'il est un créateur. Rimbaud estimait que son travail d'artiste est totalement incompréhensible d'un point de vue humain et social. Lui seul sait ce qu'il fait, il est totalement maître de ce qu'il va produire, personne ne va lui dicter quel genre de poésie il doit faire. Et l'artiste est souverain, il n'y a que lui en fait, il est dans son monde, et personne ne va le déranger. Bien sûr, un artiste est sensible aux influences. Il a vu telle ou telle scène, hier encore il était au marché, on l'a vu échanger avec des amis, mais là maintenant il est totalement seul, il est en train de créer. Et petit à petit, il va sortir un thème ou un motif, une idée, et ensuite il va l'exécuter. Et là encore, certains artistes sont très maniaques, ils ont
Leur façon de mettre en scène est très autoritaire. Jacques Tati, par exemple, c'est un cinéaste drôle, ses films sont vraiment drôles à voir, mais pourtant c'était un maniaque absolu. Il a représenté des scènes avec 50 ou 100 personnages qui sont vus en plan éloigné. Généralement, la caméra est à peu près à 100 mètres. Il voulait que ce soit absolument parfait. Même si la scène est drôle, il expliquait à chaque acteur combien de mètres il doit faire, quel geste il doit faire. Il faisait répéter 20 ou 30 fois à tous les acteurs. Et ces films, par exemple, ont l'air très spontanés. Et quand on les voit, souvent, c'est irrésistible, on rit beaucoup. Mais derrière ça, il y a un travail énorme. Il voulait que ça soit fait exactement comme ça. Il n'y avait aucune improvisation chez lui. Bon, certains autres cinéastes, ils improvisent énormément, c'est un peu le brouillon sur le plateau. Mais il y a des artistes qui sont hyper maniaques. C'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Alors, ici, dans les principifications, on a un langage un petit peu technique. On parle de 2 bases quadruples. C'est-à-dire, c'est un fondement de 4 positions. Il y a le but, il y a une interaction dans l'artiste lui-même. L'intellect de l'artiste manie un certain nombre de concepts et de lois, d'émotions, et il va arriver petit à petit à une idée. C'est la phase inventive. À ce moment-là, il ne touche à rien. Il y a, par exemple, un peintre ne prend pas son pinceau, ne prend pas ses couleurs. Il est en train de réfléchir. Tout est mental. Et puis soudain, l'idée est là, et à ce moment-là, cette idée va guider les matériaux. Bien sûr, il y a des artistes maintenant qui créent de façon un petit peu brouillonne, ils se laissent aller selon l'inspiration, mais très souvent, dans les grandes œuvres, il y a un minimum de thèmes. Par exemple, un art qui supporte peu l'improvisation, c'est le cinéma. Il y a toujours un synopsis, un scénario, un storyboard. Et en fait, même les films, disons, un peu improvisés, il y a toujours quand même beaucoup d'organisation. Même dans la musique rock, je pense que Greg nous confirmera, si vous regardez les grands classiques du hard rock, je pense à Child in Time de Deep Purple, ou des choses comme ça, c'est quand même très composé. Même quand ils jouent sur scène, quand il y a une improvisation, vous avez toujours le thème qui est joué exactement. Même les très grands artistes de hard rock, qui sont complètement délirants, qui ont des costumes de scène incroyables, ils ne vont pas trop improviser malgré tout. Il y a toujours le thème qui est là. Après, bon, dans la fièvre du concert, il y en a un qui va sortir un grand solo de guitare, un grand solo de batterie, mais il y a toujours une base qui est très forte. On n'y touche pas parce que c'est ce qui a fait le succès de la chose. Et c'est ce que le public veut entendre. Il veut entendre ces notes qui sont un peu mythiques. Alors, parlons un peu de la création à travers la ressemblance. D'abord, ce qu'en dit un savant, Max Born. La soif de comprendre du savant, comme la foi du fidèle ou l'inspiration de l'artiste, exprime l'aspiration de l'humanité à quelque chose de fixe, quelque chose d'immuable dans le tourbillon universel. Dieu, la beauté, la vérité. La vérité est ce à quoi aspire le savant. Et donc l'artiste aspire à la beauté. Un artiste est quelqu'un qui voit les mêmes choses que nous. Par exemple, là, il sort, et puis c'est une belle soirée de juin. Mais l'artiste, au lieu de dire « bah c'est beau, c'est une belle soirée, il fait beau », il a le désir d'immortaliser ça. Il va représenter une rue de Paris, un soir de juin. Il va exprimer ce qu'on ressent, cette poésie du crépuscule. Il a l'art de mettre ça en scène. En fait, ça ne ressemble pas, c'est pas une photographie, c'est une interprétation. Quand vous voyez comment il va peindre la rue de Xaintrailles, vous la reconnaissez tout de suite. Mais il a recréé tout ça. Et en fait, ce n'est pas une ressemblance, ce n'est pas un copier-coller, ce n'est pas une photographie. C'est une interprétation. Il a projeté une partie de son âme, mais il véhicule aussi des émotions. Quand on voit son tableau, on se dirait, bah, ça exprime aussi des sentiments que j'ai, mais moi, je n'arriverai pas à le faire. Mais toi, tu le fais à ma place. Et en réalité, l'univers, j'en parlerai, est une forêt de symboles. Justement, un artiste ne se sent pas un simple spectateur. Il ne se dit pas, ouais, bah, c'est beau, bah, tant mieux. Il sent qu'il doit être un acteur dans cet univers. Ce serait quand même dommage que personne
ne représente un beau coucher de soleil. Personne n'a l'idée d'imiter le chant des oiseaux. Tout le monde dit ouais, c'est joli, bon, et on passe à autre chose. L'artiste ne peut pas passer à autre chose.